Les amis, l'heure est grave. La semaine dernière, on a fait une vidéo sur les Warriors disant qu'on les avait sûrement sous-estimés. Ah bah là, il y a peut-être une équipe qu'on a un peu trop surestimée. Bienvenue sur Coast to Coast. Aujourd'hui, une petite vidéo pour parler de l'actualité des Philadelphia 76ers. Et pour ce faire, j'ai l'honneur d'accueillir Mathieu de Dunk Hebdo. Salut Mathieu, comment tu vas? Salut, et bah, ça va très bien, hein. On essaie de faire aller malgré les résultats de mes Sixers qui sont, catastrophiques. Mais heureusement, il y a d'autres équipes à suivre donc on va dire que Ouais. ça remonte le moral de regarder d'autres équipes jouer parce que c'est sûr que c'est pas avec les Sixers que je me fais kiffer, pour l'instant. Ah bah non, moi ça je veux bien l'entendre. Franchement, on a un début de saison où, bah comme tu le dis, il y a pas mal d'équipes qui nous font kiffer. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la pire équipe du début de saison, ou pas loin, bah c'est peut-être ces Philadelphia 76ers. Avant de rentrer concrètement dans le vif du sujet, Mathieu, je vais d'abord te laisser te présenter, nous dire un petit peu, bah toi, où on peut te retrouver sur Twitter ou dans quel podcast ou tel média. Libre, Ouais, bah, la parole est à toi. OK, bah, moi je suis chez Dunk Hebdo du coup que j'ai intégré, cette saison. Du coup, bah, voilà, vous pouvez me retrouver, chez eux, pour les podcasts. Du coup, là, il y a le dernier podcast qui est sorti, c'était sur le 5e titulaire, donc je vous invite à aller l'écouter. Puis le dernier podcast que j'ai pu faire, c'était sur, bah, justement les Warriors, les Cavs, et les Suns. Du coup, c'est 3 équipes qui ont fait un très gros début de saison. Du coup, on est un peu revenu dessus, voir, pour discuter si ça allait durer, qu'est-ce qui faisait leur point fort en ce début de saison. Donc voilà, vous pouvez aller l'écouter, c'est dispo, sur toutes les plateformes, pardon, de podcast, sur YouTube, et cetera. Et sinon, moi, vous pouvez me retrouver, bah, sur Twitter, c'est, Matt_Ematic, et je fais souvent des threads tactiques je reviens sur, j'en fais à peu près 3-4 par semaine. Je reviens sur les matchs qui m'ont intrigué, quand il y a des points un peu, qui m'ont intéressé, ça peut être soit un focus sur un joueur, ça peut être sur la défense d'une équipe, l'attaque d'une équipe, ça dépend. C'est un peu ce que j'ai observé durant les matchs que j'ai pu voir. Ok, bah super cool Mathieu. Moi j'avais eu l'opportunité de faire une petite vidéo avec Ben, le collègue Ben de Dunk Oui, Hebdo j'ai aussi, écouté, ouais. sur les tier lists, on s'était bien marré. Du coup, bah, j'en profite pour faire un petit coucou à Ben et à Greg aussi, euh, qui vous a aussi rejoint et qui lui, Ouais. fan de Phoenix, vit un moment compliqué aussi en ce moment. Son équipe a fait un bon début de saison, là c'est un peu plus compliqué. Et bah écoute, enchaînons tout de suite. Tu parlais d'analyse tactique des deux côtés du terrain. Bah là, il y a de quoi dire avec les Sixers. Écoute, je te propose dans un premier temps qu'on se concentre un petit peu sur ce début de saison. On va parler du terrain, parce que c'est ça finalement qui nous intéresse euh, concrètement en termes d'actualité NBA. C'est un début de saison catastrophique. Donc, Philly a le pire bilan de la ligue, 2 victoires, 12 défaites. Euh, 30e offensive rating sur 30 équipes possibles, c'est pas mal. 105 points marqués par match. On a aussi le ouais, 18e pardon, defensive rating avec 115 points. Donc là, à la limite, Mmh. j'ai envie de te dire, heureusement qu'il y a un des deux côtés du terrain où tu es un peu mid, mais bon, c'est pas la folie. Et puis, bah, tout simplement, tu as la 27e pace, ce qui est assez étonnant. Bon, on en reviendra par rapport aux blessures, mais tu as quand même une équipe assez jeune avec des joueurs assez frais. Donc, c'est étonnant de voir cette équipe jouer aussi lentement. Et tout simplement, bah, le ratio entre l'offensive et le defensive rating, tu as 8 points d'écart. Tu es le 27e ratio de la ligue. Voilà, des données purement chiffrées. Maintenant, on va parler de terrain. Matt, toi, comment tu analyses ce début de saison des Sixers? Bah, de toute façon, je pense qu'on est obligé de passer par là. Pourquoi, les Sixers font un début de saison, aussi catastrophique? Pour moi, la première chose, c'est les blessures. Je veux dire, c'est forcément, donc on sait, Daryl Morey, cet été, a signé Paul George. Donc il est parti dans la stratégie de faire un big three, dans le sens où, en fait, il a signé 3 gros joueurs. Donc Joel Embiid était déjà sous contrat, il a prolongé cet été. Tyrese Maxey, du coup, a été prolongé une fois que Paul George a été signé sur un contrat maximum, et Paul George, évidemment, pour l'attirer, il a été signé un contrat max. Donc quand tu as 3 joueurs, sous contrat max, forcément, tu es plus limité pour signer des role players. Donc tu as quand même pu avoir Caleb Martin à 8 millions la saison, ce qui est quand même bien, sachant que lui voulait plus, mais du coup, il n'a pas eu plus. Tu as re-signé Kelly Oubre avec une mid-level exception, donc pareil, dans les 8 millions. Il y a eu André Drummond qui a été signé à 5 millions, et après, une fois qu'on a parlé de ces joueurs-là, en fait, tout le reste, c'est des joueurs minimum. Donc, le problème, c'est que
Comme je disais, il y a eu beaucoup de blessures. Embiid, il a rejoué là que récemment. Il y a Maxey qui a commencé la saison. Paul George s'était fait une hyper extension en pré-saison. Il a manqué le début de la saison. Quand Paul George est revenu, c'est Maxey qui s'est blessé. Et alors cette nuit, le jackpot, Maxey revient et c'est Paul George qui se reblesse. Donc en fait là, c'est catastrophique. Et pourquoi je dis c'est un problème? Parce que juste pourquoi j'ai fait, je veux dire, le tour de l'effectif avec les salaires, parce qu'en fait le problème c'est que si tu joues pas avec tes 3 gros joueurs, il te reste pas grand chose en fait sur le terrain pour performer. Donc oui, il y a des choses qui vont pas sur le terrain. On a un peu l'impression que des fois que les joueurs sont perdus, mais je pense que surtout il y a du coup un manque de talent dans cette équipe vu que forcément il y a plein de joueurs blessés et en plus quand Embiid là est revenu, je suis désolé mais c'est pas le Joel Embiid prime MVP qu'on a pu voir ces 2-3 dernières saisons. Là on est sur un Joel Embiid où c'est de la remise en forme où on sait pas trop ce qu'il a parce que chez les Sixers c'est toujours un peu le flou concernant les blessures. Est-ce que la blessure est bien remise? Est-ce qu'il a encore mal? Là c'est un gros point d'interrogation. En tout cas, ce qu'on voit sur le terrain n'est pas bon. Ah non, ça c'est évident. C'est cool que tu reparles un petit peu de ce qui s'est passé cet été parce que on était tous plutôt enthousiastes. En fait, quand on a vu l'effectif des Sixers se renforcer, alors bien évidemment, il y a eu les doutes sur le fait de donner un contrat max à Paul George. Les doutes finalement, aujourd'hui, sont tangibles. C'est-à-dire que tu as signé un joueur au max qui est blessé, qui pouvait potentiellement t'apporter des 2 côtés du terrain. Alors certes, il y a eu les blessures ces dernières années aux Clippers, mais on voyait que Paul George en jambes avait quand même tenu un certain rang et un certain rôle dans cette équipe des Clippers. Et du coup, tu te dis, bon, allez, 3e star, je le signe au max. C'est un coup de poker. C'est un coup à la Daryl Morey. Je veux mettre carte sur table et je veux y aller. Derrière ça, tu avais des recrutements intelligents. On a très bien parlé. Caleb Martin. Nous, en tant que franco-français, on était très contents d'avoir Gershon avoir sa 2e chance en NBA et rejoindre les Sixers. Tu as eu la draft de Jared McCain, on va revenir sur lui qui fait un excellent début de saison. Donc on était super enthousiastes. Et très très vite, juste avant le début de saison, en fait, il y a déjà eu ces histoires extrasportives avec Joel Embiid qui disait qu'il allait pas jouer les back-to-back, amende, suspension de la ligue. Enfin, tu sentais que globalement, tu pouvais très vite retomber dans des travers compliqués en termes de gestion d'effectifs. Les blessures s'accumulent, les défaites s'accumulent, et puis tu l'as très bien dit, en fait, il y a un manque de talent concret à partir du moment où, ce qui paraît logique, quand 2 de tes 3 superstars ne sont pas là du début de saison et que tu as une espèce de rotation de blessures entre les 3 depuis le début de saison et que finalement tu n'as pas réellement pu les aligner, à part hier soir avant que Paul George se fasse le. C'est quoi? C'est la main ou le genou qui se fait là? En fait, il s'est refait exactement la même blessure. Il s'est fait une hyper. En pré-saison, il s'était fait une hyper extension au genou Ouais. gauche. Il a refait exactement la même chose. À Ouais. nouveau, une hyper extension du genou gauche sur un rebond défensif. Ouais, donc voilà, c'est compliqué. Donc après, il y a aussi un aspect qui est sorti. On a entendu beaucoup de fans des Sixers tirer un petit peu la couverture sur le fait que Nick Nurse n'utilise pas super bien l'effectif qu'il a entre les mains. En tout cas, les joueurs qu'il a disponibles, dans le sens où, bon, quand tu joues des grosses écuries et que tu as tes superstars qui sont blessés, c'est compliqué. Mais il y a certaines défaites qui font quand même tâche contre des équipes bas de tableau où, malgré un effectif restreint, quand tu te présentes avec des joueurs comme, je sais pas, des Maxi, des Kelly Oubre Jr. qui ont quand même pris un petit peu de galon, des Caleb Martin qui avaient été hyper intéressants l'année dernière, Gershon qui peut t'apporter, Drummond qui peut t'apporter. Alors certes, t'as pas un effectif pléthorique, mais tu as des joueurs qui sont capables. Et tu sentais qu'en fait, il n'y avait pas réellement de progression même dans le jeu. Qu'est-ce que tu penses, toi, un petit peu du début de saison et des choix de Nick Nurse, malgré ses absences? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de remettre un petit peu en cause et en question? C'est toujours compliqué, effectivement, je te rejoins, sur les plaintes que j'ai pu voir. Moi, j'ai même vu, oui, Nick Nurse, il se passe quoi en attaque? On n'a plus du tout les mêmes systèmes de jeu que l'année dernière. Si, les systèmes sont les mêmes, en fait, c'est juste que c'est pas les mêmes joueurs qui les exécutent. Là où tu avais un Joel Embiid qui a tiré 2 ou 3 défenseurs quand c'était lui qui était un peu le point focal de l'attaque, sans lui, tu attires plus autant de défenseurs. Donc forcément, tu crées moins de décalage. Et qui dit moins de décalage, tu mets moins de points et tu crées moins d'opportunités. Maxi a fait énormément de progrès la saison dernière, mais si on regarde la saison dernière quand Embiid n'était pas là, le bilan des Sixers, c'était catastrophique, hein. Ouais, bien sûr. C'était pas bon. C'était pas bon. Le net rating quand Embiid était là la saison dernière, il était à peu près de +10 ou pas loin. Quand il était pas là,
je crois que c'était dans les -5, -6, -7, quelque chose de vraiment pas bon. Tu es une lottery team, quand tu as un net rating pareil. Donc en fait, finalement, comparé à la saison dernière où quand il était pas là, bah, en fait, c'est la même chose en termes de résultats, on retrouve un peu la même chose. Il te manque en fait, quand Embiid n'est pas là, il te manque un créateur capable de, créer pour les autres. Et oui, c'est bien les Caleb Martin, tout ça, c'est des joueurs sympas, mais c'est on leur en fait, quand Embiid n'est pas là, tu leur en demandes trop, en fait. Tu les sors de leur rôle et c'est là où ça va plus, en fait. Tu leur demandes de créer à partir de rien sur une isolation, sur un pick and roll. Ils peuvent le faire de temps en temps, mais ils peuvent pas le faire sur plein de possessions par match. C'est pour ça que, bah, Embiid, c'est une superstar et qu'à l'époque, par exemple, où, James Harden était là, bah, c'était très utile parce qu'effectivement, quand Embiid n'était pas là, bah, James Harden pouvait prendre, ce rôle de créateur primaire et ça te permettait de gagner quelques matchs de saison régulière. Ouais, carrément. Et puis, tu as perdu aussi cet été quelques facilitateurs de jeu. Je prends l'exemple d'un Nicolas Batum. Oui, C'est un joueur qui, potentiellement, en l'absence de superstar, peut cocher des cases dans la gestion du jeu, dans le côté je vais pas aller jouer mon 1 contre 1. Par contre, je vais lâcher la bonne passe au bon moment. Je vais lire mieux le jeu que des joueurs comme Kelly Oubre, comme que Caleb Martin et globalement les joueurs un peu de rotation et les role players de cet effectif pour, entre guillemets, mettre tous mes œufs dans le même panier et ramener un joueur comme Paul George. Excuse-moi, enfin, à un moment donné, Daryl Morey, je sais pas si tu regardes la NBA depuis quelques années, mais tu sais que tu mets tous tes œufs dans le même panier d'un joueur qui est hyper injury prone, à côté de ta superstar qui est déjà hyper injury prone, et d'un Tyrese Maxey qui, même s'il est plus jeune, a souvent des petits pépins physiques sur les dernières années, et souvent amené à être blessé aussi. Donc, t'as pas vraiment renforcé ton équipe en termes de constance et de matière. Tu l'as peut-être renforcé en termes de talent pur, mais encore faut-il pour juger cette équipe qu'elle soit à 100% sur le terrain, ce qui n'est pas le cas depuis le début de saison et ça, fallait quand même s'y attendre un petit peu. Là où je te rejoins sur Nick Nurse, c'est qu'en effet, c'est compliqué de juger un coach à qui on demande de créer de la magie avec des joueurs qui ne sont pas foufous, quoi. Euh, alors certes, il y a certains points dont on peut parler, notamment moi l'aspect purement défensif où tu sens qu'il en fait, il y a des joueurs qui l'année dernière m'avaient impressionné défensivement, notamment des Caleb Martin et des Kelly Oubre, où là cette année, j'ai l'impression que les mecs oui. alors je sais pas si c'est l'absence d'un Joel Embiid, mais il y a aussi le côté où j'ai l'impression que les mecs ne mettent pas le même impact physique sur le terrain. Oui. Comment tu le ressens? Est-ce que tu penses qu'il y a un côté aussi, on est en début de saison où il y a un petit côté gestion, mais j'ai envie de te dire, enfin, quand tu vois la complexité de la conférence Est, faut pas non plus trop tarder. Il y a pas un écart phénoménal avec les équipes playoffables, mais il faut pas perdre trop de temps. Et le fait que les joueurs, je sais pas s'ils se reposent sur des acquis de l'année dernière où les mecs se disaient, bah, on a réussi à bien fitter ensemble au bon moment. Mais encore une fois, le bouton on-off, il est pas applicable pour tout le monde. Donc, il y a certaines choses qui ont été remises en question. Ça nous permet de faire la transition un petit peu sur le côté hors terrain et cette réunion, cette fameuse réunion d'équipe qui a eu lieu ces derniers jours avec tout ce qui est sorti autour de Joel Embiid qui arrive apparemment en retard, ce que lui aurait dit Tyrese Maxey. Euh, D'ailleurs, Joel Embiid qui a retweeté en disant que c'était scandaleux, qu'il y avait une taupe qui avait sorti ça du vestiaire. Derrière, tu as Paul George qui nous sort un podcast en disant bah voilà les gars, voilà ce qui s'est passé dans notre vestiaire avec Reggie Jackson. Enfin, tu as l'impression qu'il y a un merdier pas possible dans le vestiaire. Donc, forcément, pour tes role-players, ça va pas les aider. Est-ce que là, on n'est pas en train de vivre une espèce d'implosion d'un groupe qui a atteint son potentiel max et il n'y a plus trop d'espoir, quoi? Ah, j'irai quand même pas jusque-là, parce qu'on est encore en début de saison. Donc, comme je disais, le problème, c'est que tes 3 joueurs principaux n'ont pas joué ensemble. Moi, à partir de ce moment-là, c'est pour l'instant, c'est encore difficile de juger. Après, c'est sûr que quand tu regardes tout ce qui se passe à leur terrain, ah non, c'est pas positif, c'est clair. Mais ce que je trouve même limite le plus négatif dans tout ça, c'est qu'à la vitesse où ce qui s'est passé lors de cette réunion qui est censée être privée, bah, est rendu public, en fait. Et ça, dès le lendemain, on a su ce qui avait été dit et ça, c'est sûr que c'est pas très positif. Alors, et forcément, bah, c'est quelqu'un à l'intérieur qui a pu le faire fuiter. Heu, il y a beaucoup de personnes, hein, qui sont impliquées parce que oui, il y a même s'il y a que les joueurs, après ce qu'il faut savoir, c'est les joueurs, ils peuvent très bien parler à leur agent et cetera. Ça peut très bien être un agent de joueur qui fait fuiter ou alors si le joueur en parle à sa famille et cetera, des amis, enfin, ça peut vraiment venir un peu de n'importe où.
ou ça peut même venir de. Moi, j'ai écouté un podcast sur les Sixers que j'écoute souvent, où il disait, je ne savais pas que par exemple Nick Nurse, il est chez Clutch comme Tyrese Maxey et je sais plus qui c'est d'autre des Sixers qui est chez Clutch. Donc c'est l'agence de Rich Paul. Et ça peut très bien être, par exemple, Nick Nurse qui fait fuiter ça, pas forcément d'un point de vue pour faire imploser le groupe, mais peut-être, je sais pas, pour motiver un Joel Embiid, parce que, tu vois, Nick Nurse, en début de saison, avant de commencer la saison, c'est lui, du coup, bah, forcément, qui a affaire aux médias, c'est le coach qui répond aux questions, et on voyait bien que bah, forcément tous les médias disaient pourquoi Joel Embiid joue pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est encore mis au repos alors qu'il a eu tout l'été pour se reposer. Bon, ok, il y a eu les JO, mais il y a quand même une pause avant. Et tu sentais bien que Nick Nurse, ça l'énervait de répondre à ces questions. Tu sentais bien qu'il y avait un malaise. Est-ce que c'est parce que c'est le camp Embiid qui communique pas très bien? Est-ce que c'est le staff médical? Parce qu'il faut savoir, le staff médical des Sixers, c'est toujours un flou total. On sait jamais. Les blessures, à chaque fois, ils donnent pas vraiment une timeline. Est-ce que c'est fait? Je pense que c'est un peu fait exprès. Il y a des fois, Joel Embiid revient, mais en fait, on sent très bien qu'il n'est pas encore remis. Pourquoi ils le font jouer? Donc à chaque fois, il y a un peu cette gymnastique-là qui est fait avec Joel Embiid, et tu sentais bien un Nick Nurse vraiment frustré par le début de saison, sûrement parce que bah, Joel Embiid n'était pas là et peut-être que même lui ne savait pas exactement quand est-ce qu'il allait revenir. Ouais, mais c'est clair. Tu sens un coach frustré qui a pas les clés en main, pour mettre en place ce qu'il a envie de faire enfin, il y a aussi le côté frustration où tu as un groupe plein de potentiel que tu peux pas utiliser. Je te propose qu'on se concentre un petit peu sur, joueur par joueur et bien évidemment, on va commencer par Joel Embiid. Hem, Comme tu l'as dit, il y a eu, pour on va revenir un petit peu sur l'aspect chronologique où l'année dernière, Joel commence un début de saison calibre All-Star, calibre MVP, calibre monstre. Il se blesse, il revient pendant les playoffs et en fait, tu sens qu'il revient parce qu'il a un peu forcé et que lui-même a forcé son corps, mais qu'il n'était pas prêt. Il part au JO. Pas mal de questions se posent de pourquoi Joel Embiid va jouer les JO. C'est-à-dire que 2 mois avant, le mec n'arrive même pas à fermer son œil tellement son corps est meurtri par les blessures. Là, tu le vois au JO, tu le sentais pendant les JO aussi. Alors, il y avait le côté jeu FIBA qui n'était pas forcément fait pour lui, mais tu sentais qu'aussi physiquement, le mec n'était pas à 100%. Tu commences ta pré-saison. Et là, très très vite, tu as des déclarations type Joel Embiid ne va pas jouer les back-to-back, c'est lui-même qui prend la parole. Mmh. Joel Embiid est encore fragile physiquement. Joel Embiid a eu une altercation avec un journaliste qui a dit des grosses conneries. Ça, il faut aussi le mettre en avant parce que c'est aussi notre taf de dire qu'à un moment donné, quand ça va pas, ça va pas. Alors, ça sert à rien d'en venir aux mains, mais à un moment donné, je comprends, les mecs sont des êtres humains, il a le droit aussi de réagir. Sauf que toutes ces choses s'accumulent et tu as une frustration global et sur un avis d'un joueur qui est calibre MVP, calibre All-Star, et on en vient même à douter du niveau de Joel Embiid aujourd'hui. C'est-à-dire que récemment, Trash Talk a sorti une vidéo sur le top 10 des joueurs les plus surcotés. Moi, j'ai vu des gens citer Joel Embiid dans cette catégorie des joueurs les plus surcotés, tellement humainement, le mec, en fait, est en train de se mettre limite toute une partie de la fanbase NBA à dos. Et après ça, t'as la réunion d'équipe, t'as Joel Embiid qui sort et encore une fois, au lieu d'avoir, selon moi, la bonne image de dire ok, bah faut que je me remette en question, faut que je vienne à l'heure. Non, le mec dit c'est honteux, il y a une taupe, faut qu'on la chope, faut qu'on la défonce. Enfin, c'est pas l'ordre des choses. Tu vois, t'as l'impression qu'il est un peu éparpillé. À côté de ça, Joel, il n'a joué que 4 matchs sur le début de saison. À part le dernier match qui était relativement intéressant statistiquement, tu sens qu'en fait, il joue blessé. Il doit pas jouer. Il ne doit pas être sur le terrain, c'est pas possible. C'est C'est quoi les solutions pour Joel Embiid? Est-ce qu'on le met au repos? Là, concrètement, on le met au repos pendant plusieurs mois, on le met au frais, on essaie de soigner sa blessure? Ou est-ce qu'on force le côté, bah vas-y, Joël, va sur le terrain, jusqu'à avoir en fait peut-être une blessure définitive pour le mec? C'est quoi les options là? Bah, moi je sais pas s'il est, comme je te disais, c'est tellement le flou, on sait pas s'il est blessé parce que déjà aussi ce qu'il faut savoir, c'est que Joel Embiid dès qu'il commence, une nouvelle saison, souvent il est hors de forme, donc il lui faut bien 3, 4, 5 matchs pour se mettre en forme. Néanmoins, là, il est vraiment pas en forme du tout parce que tu prends la saison dernière ou il y a 2 ans, même s'il lui faut un temps pour démarrer, c'est quand même plus haut que ce qu'on voit actuellement. De ce que lui a déclaré avant le training camp au Media Day, il a dit que pour le moment, en fait, qu'il lui faudrait du temps pour revenir parce que psychologiquement, il a encore du mal à faire confiance à ce genou
qu'il a blessé la saison dernière. Donc je pense qu'il y a peut-être un cap psychologique un peu mental. En tout cas, c'est ce que lui déclare, hein. Je reprends ses déclarations parce que moi je sais pas du tout, hein, je suis pas médecin, mais c'est ce que lui déclare, qu'il y a vraiment apparemment ce blocage mental où il va falloir qu'il prenne le temps avant de, on le voit bien de toute façon, habituellement quand il a un contre un, il drive ou il va sur ses spots. Là, il y arrive pas en fait, il y va pas. Tu sens que, effectivement, soit il a pas confiance encore à son genou, soit alors il est pas encore tout à fait remis. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui va pas. Ça, c'est certain. Donc, ouais, je pense qu'il faut qu'il joue des matchs là. Je pense que tu peux pas te permettre de le mettre au repos. Après, quand tu parlais des back-to-back, moi par contre, je trouve que c'est quand même une bonne chose de pas non plus tirer trop sur la corde, parce que de toute façon, ça a été le problème, je trouve, de ces dernières années avec Joel Embiid. À chaque fois, tu tires trop sur la corde. Il joue, moi je trouve qu'il joue beaucoup trop de matchs par rapport aux blessures qu'il se fait. Et à chaque fois que les Sixers arrivent en post-season, Joel Embiid, il est blessé. Mmh. Toutes ces dernières post-season, c'est une frustration chez les fans. À chaque fois, Joel Embiid, il est blessé en post-season, toutes ces dernières années. Donc du coup, tu sais pas, tu pas à avoir une observation des fois. Oui, il y a eu des défaites, il y a eu des séries, hein, qui sont finies, de manière catastrophique, mais à chaque fois, tu te dis: «Ouais, mais il y avait un Joel Embiid qui était pas à 100 et ça, c'est frustrant». Non, c'est évident. C'est évident qu'il y a cette partie des fans des Sixers où il y a la frustration de se dire que ton meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs du monde, n'est pas à 100 au moment où ça compte le plus. Bon écoute, très honnêtement, on souhaite le meilleur à Joel Embiid, en termes de, tout simplement de retrouver ses sensations, de retrouver de la confiance. On sent qu'aussi humainement, le mec est fragile. Il a été fragilisé ces derniers temps, que chaque sortie médiatique est scrutée, analysée. Finalement, il tend le bâton pour se faire battre, mais la presse n'attend pas qu'il tende le bâton. C'est-à-dire que dès qu'il y a moyen de le fracasser, il est fracassé. Mmh. Après, c'est aussi ça le problème des joueurs clivants qui prennent des positions un petit peu particulières de temps en temps, c'est qu'il y a ce risque. Je te propose qu'on enchaîne rapidement sur Paul George. On va pas trop s'étendre sur Paul George parce que le nombre de matchs est quand même très faible. Il n'a joué que 8 matchs depuis qu'il est arrivé à Philly. Moi, j'ai juste vu un visuel il y a 2 jours sur Twitter qui m'a fait beaucoup rire, où il y avait une comparaison entre Paul George et Tobias Harris. Ah, ouais, je l'ai vu. Alors, elle m'a fait rire, mais il y avait des larmes, hein, qui coulaient juste à côté de mon rire. Hem, le peu de temps que passe Paul George sur le terrain, c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Donc, est-ce que lui aussi a le côté où il est pas prêt à jouer et il est revenu trop tôt? Mais tu sens que, enfin, on nous avait vendu et c'est ce qu'on attendait, un two-way player. Là, offensivement, c'est compliqué. J'ai même vu des phases de jeu où Paul George est ciblé défensivement, ce qui est quand même un facteur assez rare quand il est sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait? On attend aussi qu'il se remette physiquement à 100 ou est-ce que, d'ores et déjà, tu peux dire que c'est un échec, d'avoir signé Paul George au max? Non, pareil, je pense il faut être nuancé, il faut attendre encore, des matchs. Là, pour l'instant, on juge sur vraiment un minimum de matchs et c'est pareil pour Paul George que ce que je disais tout à l'heure pour les role players. Pour moi, il est, vu que forcément tu as des absents, il est mis dans un rôle trop grand, moi je trouve pour lui. Heu, L'année dernière, ce qui faisait sa force aux Clippers, c'est que justement, il avait beaucoup moins de création sur ses épaules. Il avait jamais été autant assisté de sa carrière. Habituellement, il était en dessous des 50 de paniers assistés. Il était passé au-dessus pour la première fois depuis, je crois, ses toutes premières saisons à Indiana. Et en fait, on a eu un Paul George très efficace en attaque, mais parce que je pense qu'en fait, c'était son meilleur rôle. Il faisait pas il faisait quand même de la création, hein, c'est pas il en faisait plus du tout, mais Mmh. il en faisait moins qu'avant et je pense que c'est bien d'avoir un Paul George un peu déchargé de ça. Ce qui fait la force de Paul George, c'est que c'est un joueur très polyvalent. Il sait jouer off ball, on peut lui demander de faire un petit peu de création. Idéalement, ce serait que quand les 3 sont là, quand il joue avec Embiid ou Maxey, qu'il soit déchargé de la création et qu'en fait, il reprenne un peu ce rôle de créateur quand les 2 autres sont sur le banc, par exemple, et que lui joue Ouais. contre d'autres bancs adverses. Pour moi, c'est là où tu peux demander à Paul George de créer. Sauf que là, forcément, Maxey et Embiid n'étaient pas là, où il y avait que enfin non, il y avait même pas Maxey du coup, et Paul George était mis dans un rôle de créateur primaire, et c'est pas sa force en fait à Paul George. Donc c'est ça aussi le problème. Et en plus de ça, quand tu vas voir un peu les statistiques, il shoot très mal à 3 points. Il est à 29%, mais
c'est le problème aussi il faut se méfier des petits samples. Il a joué encore très peu de matchs. Ouais, bien sûr. 29%, c'est pas le vrai pourcentage à 3 points de Paul George. C'est pas possible que ça reste comme ça. Ça va forcément remonter à un moment donné. Donc c'est ça aussi qui fait plonger son efficacité pour le moment. Après, moi, en défense, je trouve que ça va. Moi, j'ai regardé pas mal de films de la saison dernière des Clippers. Pour moi, on est sur le même joueur que l'année dernière. C'est juste que bah, on lui en demande trop en fait pour le moment et on le Ouais, sort du rôle qu'il devrait avoir. Parce que ouais. il faut pas oublier, il a 34 ans. On n'est plus à l'époque où il était à OKC. C'est peut-être les dernières fois où il avait vraiment encore ce rôle de créateur secondaire. Là, aujourd'hui, on est moins sur un Paul George comme ça. Il faut qu'il soit un peu plus déchargé de tout ce qui est création. J'entends et pour le coup, je te rejoins globalement sur ton point de vue. Là où j'émets un enfin et globalement, je comprends aussi les critiques de certains, c'est que finalement, là, tu attends plus un joueur limite un peu facilitateur de jeu des 2 côtés du terrain et qui puisse reprendre le flambeau quand les 2 autres sont sur le banc et lui prendra les rênes, mais sur de courtes périodes. Mais le problème, c'est qu'un joueur comme ça, c'est pas un contrat max. Donc, j'entends aussi les gens qui se plaignent de l'aspect un petit peu financier. Et dans ce cas-là, en fait, c'est pas la faute de Paul George, c'est de la faute de Daryl Morey d'avoir proposé un tel contrat, en fait, finalement, pour un joueur qui finalement ne peut pas répondre à ce genre d'attente sur le terrain. C'est Bah, compliqué. le problème, j'entends ceux qui disent ça, je peux l'entendre, mais le problème, c'est que enfin, les Sixers étaient arrivés à un point cette intersaison. T'as Tyrese Maxey, t'as Joel Embiid. T'as besoin d'un autre joueur pour que ton plafond il explose entre guillemets. Si tu veux Mmh. aller chercher le titre, ce qui est l'objectif là, vu que Embiid on est vraiment sur ces dernières années normalement de prime. Si bon là il y a la blessure, tout ça, tout ce dont on a parlé, mais en tout cas quand on a un Joel Embiid en santé, il est encore normalement dans son prime. Tu es obligé de maximiser tout ça. Et le problème, c'est que pour attirer un joueur comme Paul George, tu n'as pas le choix que de lui offrir ce contrat max. D'ailleurs, il a très bien joué avec ça. Les Clippers, ils savaient très bien que d'autres équipes allaient lui donner. Les Clippers n'ont pas voulu. Les Clippers, du coup, l'ont laissé partir. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui aux Clippers? Oui, c'est sympa ce qu'on voit, mais les Clippers, c'est plus des contenders maintenant. C'est Ouais. fini. À partir du moment où ils ont perdu Paul George, ils ne sont plus contenders. Donc, tu vois, c'est ça, en fait, tu payes aussi le fait que Paul George te permet d'être contender. C'est ça aussi que tu payes dans le contrat. Alors, c'est sûr que les 4 ans, ça peut paraître beaucoup. Peut-être que il vaudra encore le max peut-être pendant 2 ans et qu'après ce sera fini. Mais le problème, c'est que bah, c'est ce que lui réclamait. Et vu qu'en plus, c'est un ailier qui peut un peu créer, qui défend, c'est un profil qui est ultra recherché dans la ligue. Et lui le sait, son agent le sait. Et c'est pour ça qu'il a pu avoir ce contrat max. Ah, bien évidemment et puis si c'était pas Philly qui lui avait proposé, je suppose qu'une autre équipe lui aurait proposé donc là-dessus, encore une fois, les torts sont pas contre Paul George, mais plus contre cet aspect de mettre autant d'argent sur un joueur d'un tel âge, qui est hyper injury prone et qui, bah, forcément, sur un début de saison dans un effectif où ta superstar est déjà hyper injury prone, c'était un risque à prendre. Ils l'ont Oui. pris. Bah, forcément, là, sur le début de saison, on est obligé de dire: «Ah les gars, pour le moment, ça paye pas trop». Écoute, après avoir parlé des mauvaises nouvelles, je te propose qu'on parle quand même de 2 joueurs qui nous font plutôt plaisir depuis le début de saison. On va commencer par Gershon. Gershon qui est de retour du coup en NBA après son premier passage à Boston et un retour en Europe. Heu, Qu'est-ce que tu penses toi du coup de ce retour de Gershon pour donner deux trois petites clés comme ça? Pour le coup, lui a joué les 14 matchs, c'est cool, avec un temps de jeu qui varie d'un match à l'autre, un rôle qui varie aussi globalement d'un match à l'autre. Mais sur l'aspect purement statistique, on est à peu près à 9 points de moyenne, ce qui est plutôt pas mal, avec un peu moins de 5 rebonds, un peu moins de 2 passes. Comment tu jauges ce début de saison de Gershon? Pareil, lui qui joue à côté d'André Drummond, alors que potentiellement on lui avait vendu de jouer à côté de Joel Embiid. Donc pareil, c'est pas le même rendu. Est-ce que tu es plutôt satisfait de ce qu'il fait sur le terrain? Est-ce que tu t'attendais à mieux, à pire? Oui, non, je m'attendais pas à ce niveau-là. Donc, non, pour moi, c'est une vraie satisfaction, surtout que pour lui, c'est un contrat minimum. Et moi, je trouve en tout cas, la valeur qu'il apporte sur le terrain va au-delà de son contrat. Et ça, déjà, c'est très positif. À savoir que Nick Nurse l'a beaucoup utilisé en backup 5. En Mmh. fait, ils sont beaucoup partagés les minutes avec Drummond. Et en tout cas, moi, de ce que je peux voir, c'est que pour moi, il surpasse même Drummond sur ce qu'on peut voir. Les minutes où Drummond est sur le terrain, moi, je trouve que c'est catastrophique. Alors,
Gershon a ses défauts, surtout défensivement. En poste 5, c'est compliqué parce que il est pas très grand, c'est pas un joueur très vertical, donc c'est compliqué défensivement. Souvent, quand on lui demande de défendre en drop dans l'espace, il a un manque de vitesse pour retourner au panier et défendre. Même des fois sur des switches, il a du mal face à des plus petits. Par contre, moi, j'aime beaucoup ce que je vois en attaque. Déjà, Ouais. le 3 points a l'air d'être là. J'attends quand même encore de voir parce que c'est pareil, on parle de variance à 3 points, mais elle est du côté positif comme du côté négatif. Donc lui, il shoot même à plus de 40% à 3 points. Bon, je suis pas sûr que ce soit tenable, mais si déjà on a un Gershon qui est dans les 36-37%, ce sera très bien. Et au-delà du pourcentage à 3 points, moi je trouve que c'est ce qu'il fait en attaque en fait. C'est un joueur qui bouge tout le temps. Quand il a pas le ballon, il va se relocaliser. En fait, il reste jamais immobile. C'est un peu ce que je reproche à Drummond, c'est que quand il a pas le ballon, il fait rien quoi. Il reste trop immobile et ça casse des fois un peu le flow de l'attaque. Et ce qui est bien avec Yabusele, c'est que lui propose des solutions. Il pose des très bons écrans aussi, donc ça c'est très positif. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le passing. Je trouve que le passing sur short roll notamment, donc pour expliquer en fait, c'est quand on a un pick and roll et qu'au lieu de rouler jusqu'au panier, on s'arrête avant à peu près vers la ligne des lancers francs. Donc généralement, c'est quand il y a une prise à deux sur le porteur de balle. Et Gershon Yabusele arrive à bien trouver les solutions quand il est mis dans ce spot-là. C'est-à-dire, il va faire la bonne passe au bon joueur au bon moment. Et ça, c'est appréciable. Non, non, c'est clair, Gershon, il y a énormément de positifs à dire. Et encore une fois, moi, j'ai qu'une seule hâte, c'est potentiellement de le voir dans des line-up à côté de Joel Embiid. Là où, encore une fois, quand tu as un joueur aussi dominant à l'intérieur et que tu as les capacités de spacing d'un Gershon en termes de shooting extérieur, tu peux avoir une réelle plus-value. Sur l'aspect défensif, il n'y a pas trop de surprises. On se demandait, entre guillemets, à quel niveau il allait être ciblé. Bah oui, Gershon Yabusele est ciblé défensivement, mais ça, encore une fois, on n'est pas choqué. Il y a du taf à faire, notamment sur les sorties d'écran, où là, tu sens que au-delà de l'aspect compréhension, il y a peut-être des efforts physiques à faire, un peu de mobilité qui manque, de mobilité latérale, mais bon, ça, on peut pas non plus lui en vouloir. C'est une reprise en NBA, et quand tu vois le niveau athlétique des mecs qu'il a en face, c'est dur. Par contre, de l'autre côté du terrain, t'as raison, il apporte aussi ce QI basket un petit peu européen, tu l'as dit dans ses déplacements, là où André Drummond a un QI de -2, tu sens que Gershon, c'est un joueur intelligent, qui sait se placer où il faut. Donc c'est gratifiant et c'est positif pour lui. Et je pense que Nick Nurse a en tête que l'effectif au complet, Gershon est vraiment intégré dans les rotations. Donc c'est ça le plus important pour lui. Je te propose qu'on parle du coup de cœur de ce début de saison, du coup de cœur de la... Ouais, clairement... Je sais pas si en tant que fan de Philly, tu l'attendais à ce niveau-là, mais parlons de Jared McCain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Ah c'est que ça? j'ai envie de dire heureusement qu'il est là parce que franchement, il serait pas là, ce serait vraiment très terne et au moins il apporte un peu cette lueur d'espoir que franchement, moi je m'attendais clairement pas à ça, hein. Moi je m'attendais pas à ça parce que bon, moi je suis pas, hein, tout ce qui est draft, enfin, je suis un peu au dernier moment, je regarde un peu les scouting reports de comptes que je suis, qui sont, que je trouve fiables là-dedans, mais on va dire que c'est la NCAA, je suis pas. Donc, généralement, j'ai pas trop d'avis. J'attends de voir les matchs NBA avant de me faire un avis. Mais moi, j'avais discuté un peu avec quelques fans et eux me l'avaient vendu plutôt comme un shooter, pas statique, mais juste un shooter, quoi. Tu vois, pas quelqu'un qui peut porter la balle. Il y avait des problématiques, on m'avait dit de handle pour finir dans la raquette. Enfin, qu'en gros, voilà, ça, au niveau de, pour être un porteur de balle, que ce serait pas ça. Du coup, là, de ce que je vois, en tout cas, c'est pas du tout le cas, hein. Alors oui, d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, sur lui, sur ma chaîne YouTube après, quelques matchs. Mais, oui, ce que j'ai bien aimé, c'est que si, moi, je trouve que, il est très intelligent dans ses déplacements. Même au niveau du passing, moi, j'ai été surpris. Alors, comme je disais, on n'est pas sur un super manipulateur de défense, mais il sait faire les bons choix. Tu sens qu'il y a un bon QI basket. Le petit défaut, c'est que, forcément avec sa taille, il est pas très vertical, les finir au cercle des fois peut s'avérer compliqué, mais par contre, il a un tel toucher de balle que, en fait, il a un petit jump stop à mi-distance qui rentre, très bien, qui est un peu son signature move. Il y a même des fois, quand il arrive un peu dans la raquette, on sait qu'il a du mal à déposer un lay-up, mais il va faire un petit flotteur. Forcément, avec son toucher de balle, il arrive à le rentrer. Et moi, surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il a un peu ce footwork où, tu sais, c'est ce que je reproche souvent à Maxi,
c'est que Maxi, il a un peu un drive à une vitesse. C'est-à-dire, il va dépasser son joueur et il va un peu foncer tête baissée, entre guillemets, et il sait pas trop mettre de nuances dans son drive, c'est-à-dire ralentir, réaccélérer, décélérer. Sam McCain, c'est quelque chose qu'il fait très bien. Moi, il y a eu les matchs contre le Orlando et Cleveland. Il y a des actions contre Orlando, franchement, où Orlando, c'est une excellente défense. Moi, j'ai vu il y avait notamment sur Jonathan Isaac plusieurs fois où il a le switch contre lui et il fait il a ce petit footwork un peu où il arrive finalement à finir par-dessus lui. Non, vraiment, une énorme satisfaction. Et puis en plus, le shoot à 3 points, on voit la mécanique. Mais ça, de toute façon, on me l'avait vendu comme ça. C'est un excellent shooter, ça, j'ai aucun doute. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il a pas raté un lancer franc encore. C'est impressionnant. Non, mais franchement, son début de saison est impressionnant. Lui, pour le coup, a été présent sur les 14 premiers matchs avec du temps de jeu qui est monté petit à petit. Aujourd'hui, on arrive à presque 15 points et demi de moyenne par match, un peu moins de 2 rebonds, 2 passes. Et puis, comme tu l'as dit, il y a en fait une palette offensive qui est hyper intéressante. Un joueur qui est déjà pas abouti techniquement, mais qui arrive avec des vraies certitudes. Il va falloir mettre un peu de chair et un peu de muscle sur la carcasse, tu l'as dit, pour progresser dans la finition au cercle, dans le drive. Par contre, sur toutes ces capacités de stop and shoot, de petit flotteur, de je prends mon adversaire, je peux le jouer en 1 contre 1 et un mid-range, tu sais, un peu à l'ancienne, un joueur un peu à l'ancienne qui est esthétiquement hyper beau à voir et finalement hyper complémentaire de Tyrese Maxey parce que les deux n'ont pas du tout les mêmes capacités offensives et un vrai shooter extérieur, donc il apporte aussi quelque chose dont les Sixers ont besoin et ça pourrait être encore une fois une vraie arme utilisable par Nick Nurse dans le cas où l'effectif est au complet et compte tout de suite sur Jarek McCain, quoi. Donc c'est très très cool pour lui. Il fait partie de ces 2 gros styles de draft avec Dalton Knecht, le rookie des Lakers, qui fait un gros début de saison, qui est lui aussi un elite shooter. Donc non, ça c'est vraiment l'aspect positif pour Philly. Un jeune joueur de 20 ans sur lequel tu peux vraiment miser sur l'avenir. Donc ça c'est très très cool. Écoute, Matt, je pense qu'on a fait un bon tour, une bonne revue d'effectifs, une bonne revue d'actu. Je te propose qu'on passe sur la dernière section, le côté un petit peu projection, pour voir est-ce qu'on va dans le mur ou est-ce qu'il y a de quoi se redresser un petit peu. Je vais te donner les 5 prochains matchs de Philly. J'aime bien le faire dans mes vidéos. Et tu vas essayer de me donner un bilan objectif de ce qui pourrait se passer. Bien évidemment, en tenant compte de l'absence de Paul George et potentiellement des prochaines frasques de Joel Embiid. Donc, tes prochains matchs, c'est Brooklyn, Los Angeles Clippers, les Rockets, Détroit et Charlotte. Normalement, tu es censé en prendre au moins 4. Normalement. C'est-à-dire que sur le papier de base, Brooklyn, les Clippers, Détroit et Charlotte, ça devrait être une formalité. Normalement, ouais. Voilà. En l'état, vraiment, je te pose la question premier degré. Est-ce que demain, on termine cette série de 5 matchs, les Sixers ont une victoire, t'es choqué? Au vu de ce qui se passe, non, non, un petit peu quand même, je pense, parce que là, quand même, il y a des adversaires. En plus, Charlotte, on les a battus En overtime. sans Joel Embiid. Je crois qu'il y avait juste McCain en overtime. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 matchs remportés sont en overtime. Les Sixers n'ont jamais gagné un match sur le temps régulier d'un match. Donc c'est quand même, ça fait un peu peur quand tu me dis ça comme ça. Mais ouais, non, normalement, tu es censé en prendre 4, quoi. En tout cas, ce que j'ai bien aimé là de la nuit dernière, si on a des choses un peu positives à revenir, c'est que Joel Embiid a l'air de s'être un peu remis en forme, on va dire. J'ai un peu mieux aimé ce que j'ai vu. C'est pas parfait, il bouge, il a encore du mal des fois à bouger, mais au moins il a su se mettre en rythme un peu sur son jump shot. Il a mis, je crois, 35 points avec une bonne efficacité, donc c'est bien. S'il monte petit à petit en puissance comme ça, normalement, tu es censé en prendre 4. Ah t'as pas le choix. T'as pas le choix. Là, de toute façon, il faut commencer vraiment à lancer la saison, parce que là, ça va devenir... déjà, c'est une chance pour les Sixers que cette conférence Est soit très faible, parce que si les Sixers étaient dans la conférence Ouest, je serais beaucoup plus inquiet. Je serais même très inquiet, parce que là, pour ne serait-ce que se qualifier en play-off sans passer par le play-in, ce serait déjà très compliqué. Mais là, oui, il faut commencer à enclencher
à enclencher une série de victoires, parce que sinon là, ça va être catastrophique. Et surtout, mais même là, tu regardes le calendrier qu'a eu Philly, bon, c'est pas un calendrier de dingue non plus, hein. Il y en a un. Il C'est là-dessus d'ailleurs que j'allais rebondir, c'est avantage, inconvénient. Avantage, tu es dans une conférence qui est hyper faible et encore une fois, tu enchaînes une streak de 6 ou 7 victoires, tu es 6e. C'est ça la folie de cette conférence Est. Avec le bilan actuel. La grosse problématique, l'inconvénient même, c'est-à-dire que j'ai le calendrier sous les yeux, comme tu l'as dit, tu as un début de saison qui est hyper facile normalement et accessible pour une équipe comme Philly, et que plus le temps avance, plus je regardais, tu vois, là au moment où ça va commencer à compter le post-All-Star Game, eh bah, il va falloir vite rattraper l'écart parce que derrière, tu vas enchaîner des streaks un peu compliqués où tu vas devoir te déplacer à Boston, tu vas enchaîner à OKC. Enfin, tu vas jouer les grosses équipes et potentiellement des concurrents directs aussi. Si tu arrives et tu dois jouer ta saison à ce moment-là, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Ouais. Ouais, et puis Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui a été dit, c'est que Embiid jouera pas les back-to-back. en Pour plus, l'instant, je crois il y en a eu qu'un seul. Donc c'est-à-dire, je sais pas combien ça représente de matchs, mais il doit bien y avoir une dizaine de matchs. Là, ça veut dire qu'il va pas jouer prochainement, là, mmh. dans tous les matchs qui restent. Donc c'est pour ça que les matchs où il joue, tu as intérêt à remporter, des matchs parce que sinon tu vas le retard va être très compliqué, sinon. Non, il faut capitaliser sur des victoires. Hem, Dernière question avant de te laisser. Hem, on se projette le scénario bon, on envisage assez rapidement le meilleur scénario, c'est-à-dire que tout le monde revient, le jeu prend, l'alchimie prend. À partir du moment où tu as Joel Embiid qui est sur le terrain, tu sais que tu es une équipe plus que playoffable, tu es limite un contender, il y a pas de souci là-dessus. Moi, je te mets dans le pire des scénarios. On se retrouve avant la trade deadline. Philly caracole toujours dans les 5 pires équipes de l'Est. Je vais pas te parler de trader Joel Embiid parce qu'on sait que c'est pas possible. Il est dans un contrat ou dans une année où il peut pas être tradé. Ouais. Par contre, quel est l'avenir de Nick Nurse? Est-ce que Nick Nurse est le premier échelon qui saute? Est-ce que, enfin, quelles sont les ficelles que tu peux tirer pour essayer de bouger, quoi? Ou est-ce que tu tires un trait sur ta saison, tu mets Joel au repos, tu mets Paul George au repos et à l'année prochaine? Bah, ouais, ça c'est ouais, si ce scénario se produit, franchement, je me pose la question, qu'est-ce qui va se passer? À savoir que historiquement quand même la franchise de Philly est pas réputée pour virer ses coachs en cours de saison. Donc je suis pas sûr que Nick Nurse quand même, surtout qu'il a été signé, bah, l'année dernière, donc Doc Rivers, je sais, a eu quand même pas mal de chance. Alors après, c'est pas pareil parce qu'il y a eu à chaque fois qualification en play-off. La Donc jurisprudence Doc Rivers. donc je sais pas, je sais franchement, je sais pas, non, c'est compliqué. Je les vois pas non. Vu l'historique, je dirais non. Je pense pas que Nick Nurse saute, mais après, bon, c'est sûr que si tu es encore dans les 5 dernières équipes vers la trade deadline, après le truc c'est qu'OK, on dit c'est sûr que c'est le fusible le plus facile à faire sauter, le coach. Mais bon, si tu es toujours dans les 5 dernières équipes à la trade deadline, la saison pour moi elle est terminée. Enfin, Ouais, là, ouais, ça ouais. voudra dire que le retard, tu pourras pas le rattraper. Non, Donc non, c'est clair. non, il faut que ce soit là en fait, que ça commence à se redresser, sinon après ça va devenir compliqué. Ouais, et puis en vrai, j'ai envie de te dire, si c'est le bis repetita l'année dernière où tu te bats pour aller gratter une place en play-in avec des joueurs qui sont à moitié blessés et que tu retires encore une fois sur un Joel Embiid qui lui aussi prend de l'âge et vieillit, tu peux définitivement cramer ton projet process et puis ça va être des risques qui vont être à mesurer. Bah écoute, merci beaucoup Mathieu. C'était vraiment cool de parler des Sixers de parler des Sixers avec toi, même si c'est une saison compliquée. Vous derrière votre écran, n'hésitez pas encore une fois à venir liker, commenter, partager, donner de la force à Mathieu, donner de la force à Dunk Hebdo. Si vous avez le temps de me donner un peu de force aussi, je prends aussi, c'est toujours cool. En tout cas, n'hésitez pas à venir discuter avec nous sur les réseaux. Mathieu, en termes d'actu, le prochain podcast niveau Dunk Hebdo, c'est pour quand? C'est pour ce week-end. Bah, d'ailleurs, le sujet, je te le spoil pas, c'est celui qu'on est en train de faire. Bon, et bah parfait. Et bah écoute, ce sera une mise en bouche pour tous les auditeurs de Dunk Hebdo. On se retrouve ce week-end pour fusiller Philadelphie avec l'équipe de Dunk Hebdo. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon week-end et on se retrouve très très vite sur la chaîne de Coast to Coast. Allez, salut! Salut!